Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Et aujourd'hui, on prend la route du Grand Conseil en compagnie de notre invité, Jean-Valentin de Saussure. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans FC Politique. Alors, vous êtes entré au Grand Conseil le 14 janvier dernier en tant que viennent ensuite de Pierre Wallonne. À bientôt 25 ans, vous êtes le deuxième plus jeune député du Parlement. Franchement, ça vous ennuie pas qu'on vous rappelle toujours votre jeunesse, qu'on vous réduise à votre âge? Est-ce que c'est pas là une forme de patriarcat, voire de paternalisme? Bon, les mots sont un peu forts, mais je pense que... Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une représentation de la jeunesse au sein de notre Parlement, ça c'est clair, parce que c'est des décisions qui sont prises aujourd'hui, qui impactent directement les générations actuelles et futures. Donc pour moi, dans ce sens-là, c'est important. Maintenant, je préfère être connu effectivement pour les dossiers que je porte et puis mes compétences et les thématiques qui me tiennent à cœur, plutôt que ma jeunesse, effectivement. Mais c'est vrai que vous allez vite, hein. Ça fait quelques années que vous êtes entré en politique et là, vous êtes déjà, on va le voir au fur et à mesure de cette interview, présent à tous les échelons suisses, à l'échelon national en tant qu'assistant parlementaire, à l'échelon communal en tant que conseiller communal et puis maintenant en tant que député. Oui, je dirais que c'est une chance quand même de pouvoir avoir cette vue d'ensemble sur les trois échelons de la politique. Maintenant, je voulais pas griller les étapes, je voulais faire les choses aussi étape par étape. Donc, entrer au conseil communal dans ma commune de Mie, c'était quelque part quelque chose qui m'intéressait beaucoup pour voilà, avoir un impact sur la vie citoyenne. J'étais impliqué aussi dans les associations communales depuis plusieurs années. Et puis après, effectivement, ça s'est fait relativement vite parce que j'ai pris goût à la politique et puis par passion également. La politique, c'est une affaire de famille. Alors, c'est pas... Alors, mes parents n'étaient pas actifs en politique, mes grands-parents non plus. Après, c'est vrai que mon frère, Victor Braun, est effectivement actif en politique. Donc, je dirais que ça participe aussi à cet engagement, à ces échanges qu'on peut avoir et de se nourrir aussi mutuellement sur ces engagements. Victor Braun, vous l'avez cité, PLR, vous êtes vert. Comment vous expliquez un petit peu ce grand écart? On se retrouve peut-être au milieu, mais non, mais je dirais, je pense pas que c'est un grand écart, c'est plutôt une question de conviction. Pour moi, c'était important d'être actif principalement sur les thématiques environnementales. J'ai une prise de conscience très jeune quand même sur les enjeux de durabilité, de climat. Et pour moi, c'était aussi une suite logique finalement l'engagement politique, après m'être beaucoup engagé au niveau des associations, pour pouvoir poursuivre cet engagement pour le climat. Parce que je pense qu'au niveau politique, c'est là où on peut vraiment agir, tant au niveau d'une petite commune qu'au niveau cantonal ou évidemment fédéral, où après on touche une échelle beaucoup plus importante. On va parler de ce grand conseil, mais d'aucuns disent justement, parce que vous êtes aussi entrepreneur, vous êtes un peu trompé de parti, que vous auriez été mieux chez les Verts libéraux. Alors non, moi je pense qu'effectivement il y a quelque chose à déconstruire là, c'est-à-dire que les Verts sont souvent perçus comme un parti qui est anti-économie ou anti-entrepreneuriat peut-être. Moi j'ai pas du tout cette conception-là. Je pense qu'effectivement c'est important de rappeler qu'on a toujours défendu des projets qui vont dans le sens de la durabilité, l'innovation aussi dans la durabilité. Je pense depuis de très nombreuses années, les Verts vaudois sont actifs là-dessus. Au niveau fédéral, on a eu aussi Adèle Torrance, qui était la représentante de l'économie circulaire au niveau fédéral. Donc, je pense que c'est important de rappeler que c'est un thème qui nous est cher, qui est important, et puis de montrer qu'on peut aussi faire de l'entrepreneuriat différemment maintenant, parce que il y a beaucoup d'innovations à développer, il y a beaucoup de solutions à apporter pour montrer que finalement les entreprises peuvent aussi être moteurs de ce changement. Ils sont trop mous, les Verts libéraux. Alors peut-être trop mou, je ne sais pas, mais je pense en tout cas pas assez structuré à mon goût. Et puis j'ai toujours
préférer, disons, l'original à la copie. Je pense que c'est important d'être fidèle à ses convictions et ses engagements. Et il faut quand même rappeler que les Verts vaudois sont un mouvement avant d'être un parti politique dans lequel il y a plusieurs tendances qui sont aussi représentées. Et ben voilà, pour moi, c'est important de porter une politique environnementale qui soit aussi le plus pragmatique possible. Et dans ce sens-là, ben, c'est naturellement que je voulais poursuivre mon engagement en politique. Voilà, quand même un petit tacle du côté des Verts libéraux. Vous allez vite, hein, je l'ai dit. Votre parcours, il fait un peu penser à celui d'Yvan Ritz, le Nyonnais, qui a été très actif, très tôt, très jeune, et puis qui est l'actuel directeur général de l'environnement à l'État de Vaud. C'est un modèle pour vous? Alors, je dirais que c'est une personne très inspirante, effectivement, par le fait qu'il s'est engagé très très tôt, vous l'avez dit, au sein de la ville de Nyon. Pour moi, c'était juste, en fait, important de m'engager pour la cause climatique, pour la cause environnementale. Pendant très longtemps, c'était pas en politique, c'était plutôt au niveau associatif, on va peut-être y revenir, mais la politique, c'était aussi une suite logique, et puis je me suis assez vite rendu compte qu'il n'y avait pas assez de jeunes, beaucoup aussi dans les petites communes, malheureusement, parce que les jeunes très vite partent des petites communes, pour aller faire des études, pour aller trouver un logement ailleurs. Et pour moi, c'est important de garder cet esprit villageois, de pouvoir garder aussi les jeunes dans ces villages, parce que finalement, on en a besoin aussi pour construire finalement notre commune ou notre canton de demain. Voilà, il faut s'engager, hein, on le rappelle, il faut s'engager à tout âge. On peut être un jeune, vieux politicien ou un vieux, jeune politicien. Allez, on entre dans le vif du sujet avec votre entrée au Grand Conseil vaudois. 60 voix vous séparaient de Pierre Vallone lors des élections en 2022. Là, on est en 2025. On va voir les images de votre assermentation. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Ça y est, on y est enfin? Oui, ben c'est une très grande fierté, effectivement, de pouvoir entrer au sein du Parlement cantonal. Voilà, là, on vous entend. Prestation. Je vous remercie d'applaudir nos nouveaux collègues auxquels j'adresse d'ores et déjà tous mes vœux de réussite dans vos nouvelles fonctions. Félicitations. Enfin, j'ai le plaisir de vous remettre le pins officiel de député vaudois. C'est important. Voilà, c'est important le pins, hein, oui. Vous l'arborez. Ça y est, c'est fait. Alors justement, c'était quoi le symbole pour vous de cette entrée au Grand Conseil? Ben, disons que pour moi, c'est un changement d'échelle, c'est sûr, ce qui me tient à cœur parce qu'au niveau du canton, on peut avoir un impact plus grand, effectivement. L'échelle change, les thématiques changent, les compétences changent aussi. Pour moi, c'était une grande fierté. Je trouve que c'est un très beau moment, effectivement, de pouvoir prêter serment, comme vous l'avez montré, et puis de servir finalement les Vaudoises et les Vaudois. C'est ça qui me tient à cœur. Vous connaissez l'hymne par cœur? Alors, je suis en train de l'entraîner encore, mais disons que il y a effectivement les thématiques qui me sont chères, mais il y a aussi l'engagement citoyen qui est important à valoriser, je pense, et puis qui fait partie aussi de tout ce processus. Pierre Vallone, il vous a donné des conseils? Alors, Pierre Vallone, il m'a donné des conseils, oui. C'est quelqu'un qui est assez discret par nature, mais qui est vraiment un travailleur de ses dossiers, qui aime porter des projets le plus concrets possible. Je pense qu'il a toute sa place au sein de la ville de Nyon, parce que c'est là où il peut avoir un impact qui est concret pour les habitantes et les habitants. Et l'échelon communal, c'est aussi là où finalement on peut porter le plus nos valeurs vertes, en fait, avec voilà, les arbres, la biodiversité, l'environnement, la qualité de vie aussi. Et puis, il m'a donné quelques conseils que je ne vais pas forcément révéler ici, mais qui sont importants. Un seul conseil, le conseil de Pierre Vallone. Alors, peut-être une anecdote, c'est que
j'ai repris donc sa place, la place 99, au sein du Grand Conseil, et où il m'a dit, tu regarderas, on a une magnifique vue sur la ville de Lausanne, sur le lac Léman, et puis parfois, dans des moments d'inattention, ça fait du bien, effectivement, de pouvoir voir cet environnement qu'on a autour de nous, et je pense que c'est important de se rappeler la région dans laquelle on vit, la chance qu'on a de vivre aussi dans cette région, et puis et avec le lac Léman, voilà, c'est magnifique. Mais c'est intéressant cette anecdote, hein, parce que Pierre Vallone reprochait un peu l'inertie des débats du Grand Conseil. Hein, c'est pour ça qu'il l'a quitté, le fait de très longues palabres pour arriver à très peu de résultats. On sait que les jeunes verts, souvent, c'est ce qu'ils reprochent aux législatifs. C'est que la démocratie suisse, on met du temps à se décider. Qu'est-ce que ça vous dites pas? Je me suis mis dans un truc, on va beaucoup discuter pour peu de décisions. C'est clair que la lenteur des processus politiques, administratifs, ça peut être c'est souvent un frein, c'est souvent quelque chose qui peut être décourageant vis-à-vis des urgences dont on a parlé, les urgences environnementales, mais évidemment d'autres aussi. Pour moi, c'est important de garder la réalité du terrain. J'ai toujours vu l'engagement politique comme complémentaire aussi à mes autres activités, qu'elles soient professionnelles ou bien associatives, pour aussi que ça puisse nourrir un certain nombre de thèmes et de sujets. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce qu'on ne s'ennuie pas au sein du Grand Conseil? C'est ça ma question. Est-ce qu'on n'a pas envie, comme Pierre Vallone, de regarder la vue? Effectivement, d'énormément de dossiers. On a des ordres du jour qui sont de plus en plus longs, ça c'est sûr, qui demandent aussi énormément de préparation. Maintenant, moi, je suis partisan de l'approche d'avoir des personnes engagées au sein de ces instances, que ce soit gouvernementales ou bien au sein d'entreprises. C'est important d'être la voix aussi de la cause environnementale, de la durabilité. Et je suis plutôt un partisan, effectivement, de la réelle politique dans ce sens-là, avec tous les inconvénients que ça présente, mais parce qu'on en a besoin aussi pour préparer l'avenir. Alors justement, en termes d'engagement, vous êtes entrepreneur, mais c'est vrai ce qu'on reproche aussi à la politique, c'est le fait que finalement, il faut avoir une profession libérale, ou il faut être avocat, où il faut être, par exemple, universitaire pour pouvoir s'engager. L'ouvrier ne peut pas s'engager, le jeune ouvrier ne peut pas s'engager, le jeune employé de commerce non plus. Comment on peut changer les choses? Disons, en Suisse, on a le système de milice qui a effectivement l'avantage qu'on reste proche des citoyennes et des citoyens, qu'on a un métier à côté, évidemment. Maintenant, je suis conscient des inconvénients que ça présente sur les professions qu'on peut exercer à côté. C'est pour ça que la profession d'avocat est évidemment surreprésentée aussi en politique. Surtout à gauche, paraît-il. Non, à droite aussi. À droite aussi. À droite aussi. Surtout le spectre politique, je dirais, parce que on a aussi, les avocats ont aussi une facilité de compréhension. Ils ont du temps, ils sont bien payés. De la loi, ils ont du temps, ils sont bien payés. Et là, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, parce que finalement, si on va avoir des politiques ou des parlements qui sont représentatifs réellement de la population, il faut aussi qu'on puisse valoriser cet engagement. Ça passe par les employeurs, ça passe par un certain nombre de choses. Il faut revoir quelque chose au niveau de la politique suisse, justement. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Il y a certains employeurs, d'ailleurs, on parlait des entreprises, qui donnent des heures de congé ou des jours de congé aux personnes qui font du bénévolat ou à leurs collaborateurs ou collaboratrices qui ont un engagement qui soit civique ou bien associatif. Et je pense que c'est important parce que c'est comme ça qu'on fait société et puis ça peut aussi nous nourrir dans notre quotidien. Avant, les employeurs donnaient facilement justement des jours pour qui s'engageait à l'armée, faisait son service. Est-ce que quelque part le service civil, ce ne serait pas aussi de pouvoir s'engager dans la politique et puis d'avoir des jours pour le faire? Est-ce qu'il faudrait passer par là? Ça peut être une idée, effectivement. Maintenant, le service civil, il a une durée qui est quand même limitée. Je pense que ce serait plutôt une introduction ou une initiation ou bien faudrait voir les modalités, un devoir, effectivement.
Maintenant, je pense que le service civil est suffisamment large aussi sur les engagements qu'on peut avoir, les choix aussi des institutions dans lesquelles on veut travailler, mais ça pourrait être une idée, oui. Quel axe pour votre politique au sein du Grand Conseil? Vous êtes plutôt mobilité ou sécurité? Alors, plutôt mobilité. Je pense que dans le district de Nyon, on a des enjeux liés à la mobilité qui sont extrêmement importants. On l'a vu avec la votation sur les autoroutes. Maintenant, c'est quelle solution, quel projet on amène aussi, parce qu'on a des problèmes de mobilité qui sont sérieux avec l'accroissement de la population, c'est sûr, avec des distances parcourues qui sont de plus en plus longues, enfin, les lieux de travail aussi qui s'éloignent. Donc là, il y a aussi une vision, une stratégie à avoir. Maintenant, ce n'est pas le seul dossier sur lequel je veux être actif. J'aimerais aussi apporter mes compétences en matière d'économie circulaire, sur tout le recyclage, la réparabilité. Je pense c'est des chantiers importants qu'il faut entreprendre pour que finalement, aussi dans le quotidien, c'est de l'écologie du quotidien, on puisse travailler sur une meilleure gestion des ressources. Mais justement, vous avez mentionné ces votations contre la Une. Oui. Vous avez été partie prenante de cette campagne. Alors, on reproche beaucoup justement aux vainqueurs de cette élection d'avoir pas beaucoup de solutions. C'est vrai qu'on a appris que, par exemple, la voie de train qui doit longer l'autoroute, c'est pas pour demain. Vous êtes entrepreneur. Quelle solution pour les entreprises, pour ces gens qui doivent prendre cette autoroute A1 ou qui doivent se déplacer entre des localités, entre plusieurs localités? Bon, moi, je comprends complètement. Je pense maintenant, il faut qu'on vienne avec des projets. Et là, il faudra un lobbying qui soit important au niveau fédéral pour que cette troisième voie CFF, elle soit là plus rapidement. C'est clair, on ne peut pas se permettre d'attendre 2060-2070. Ce que je reproche finalement à la Suisse dans son ensemble, c'est qu'on a une capacité d'anticipation qui est extrêmement faible sur les enjeux de mobilité comme sur d'autres d'ailleurs, où au niveau de la planification, au niveau des investissements, etc., il faut qu'on soit plus agile, il faut qu'on soit plus rapide. Mais vous risquez d'être à la retraite quand il y aura le train qui reliera Genève et J'espère pas, et je pense que c'est un dossier sur lequel je compte être particulièrement actif, même si c'est plutôt de compétences fédérales aussi sur la troisième voie, mais là c'est clair qu'au niveau des transports publics, du train, il faut qu'on offre à la population des incitatifs. Ça passe par l'infrastructure, ça passe aussi par les prix, parce qu'on a des prix des transports publics qui ont augmenté beaucoup plus rapidement que le prix de la voiture. Donc là, il y a effectivement des règles du jeu à changer pour qu'un maximum de personnes puissent trouver une alternative. Vous êtes assistant parlementaire de la conseillère nationale Sophie Michaud-Gigon. Comment on devient assistant parlementaire et puis qu'est-ce qu'on peut faire comme travail en tant que politicien? Ah oui, c'est plutôt un travail de l'ombre, effectivement, quand on est assistant parlementaire. Vous avez postulé ou on est venu vous chercher? Oui, alors, les assistants parlementaires, c'est effectivement un travail qui se fait à l'interne des partis. En général, c'est les parlementaires qui font un appel à candidature ou bien qui cherchent effectivement ces personnes-là. C'est un job qui touche à beaucoup de domaines. Enfin, c'est autant beaucoup de coordination, d'administratif, de rédaction, de recherche sur des sujets, sur les thématiques qui sont portées au niveau fédéral. Et dans ce sens-là, pour moi, c'était très enrichissant parce que j'ai pu comprendre les rouages du Parlement, les tensions aussi politiques qu'il peut y avoir, le fonctionnement. Et je dirais que c'est une chance aussi pour mon mandat de député maintenant de pouvoir avoir ce bagage-là pour faire avancer les dossiers. Mais franchement, l'objectif, c'est d'être conseiller national, non? Bon, vous savez, en Suisse, c'est difficile de prévoir une carrière politique. Comme je le disais, on a un système de milice. C'est clair que pour moi, la politique, c'est une passion. Mais j'aimerais d'abord m'engager pleinement au niveau cantonal. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui peut être fait à ce niveau-là, aussi en collaboration avec les communes du district. Et c'est là où je vois d'abord mon engagement tout de suite. Mais vous ne dénéguez pas? Pourquoi pas? D'accord. En tout cas, chez vous, le militantisme, ça représente, en tout cas, une date, une échéance, c'était Glasgow. Expliquez-nous. Oui. Alors, Glasgow, ça a été le déclencheur. C'était effectivement, donc c'était la conférence de l'ONU sur le climat en 2021, la COP26.
J'y étais présent donc, pour les Jeunes Suisses pour le climat, qui est une ONG qui a pour but de représenter la jeunesse dans les négociations internationales. Pour moi, c'était effectivement assez révélateur parce que j'ai vu les tensions, les blocages qu'il peut y avoir entre les différents États pour parvenir à des accords, à des solutions concrètes face au réchauffement climatique. C'était révélateur dans le sens où je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas là que des solutions arriveraient rapidement. C'est clair qu'on parle d'un problème qui est global, qui appelle à des solutions globales, donc elles sont nécessaires pour rassembler autour de la table les différents États. Maintenant, à la suite de cette conférence, je me suis tout de suite dit que je voulais m'engager au niveau local. C'est là où on peut avoir des résultats qui sont concrets. D'ailleurs, s'en est suivi tout de suite ma candidature aux élections communales. Vers Ami, c'est possible ? Oui, vers Ami, c'est possible. D'ailleurs, on est en train maintenant, grâce à un postulat que j'avais déposé, justement, après la conférence à Glasgow, de développer un plan énergie et climat communal qui a convaincu aussi toute la municipalité pour aller dans ce sens, parce qu'une commune, elle doit aussi, elle a la responsabilité d'agir dans ces domaines-là, même si elle n'a pas la compétence partout. Il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles on peut agir, sur l'approvisionnement en énergie, sur l'éclairage, sur la déchetterie, la gestion des déchets aussi, les mesures qui sont incitatives aussi pour les propriétaires et les citoyennes et les citoyens. Quand on parle de rénovation énergétique ou de transition énergétique, on doit pouvoir aussi accompagner cette transition. Et donc oui, c'est possible même dans les petites communes. Alors justement, Jean-Valentin de Saussure, sur le terrain, on va revoir avec vous quelques actualités. Alors notamment, la première actualité, c'est l'initiative pour la responsabilité environnementale. Donc là, j'imagine que vous êtes... Que je la soutiens. Oui. Oui, alors effectivement, on vote le 9 février donc, sur la responsabilité environnementale. Pour moi, c'est un thème qui me tient à cœur dans le sens où ce que vise l'initiative, les objectifs de l'initiative, c'est que notre économie respecte justement ses limites planétaires. Ces limites planétaires, c'est quoi? C'est pas dépenser plus que ce qu'on peut produire Exactement. En termes de CO2. Oui, mais ce qui est intéressant... Mais c'est utopiste. Non, je ne pense pas que c'est utopiste. Il y a une question de réalisme sur le délai d'application, de mise en œuvre. Maintenant, c'est clair que si on veut tenir nos objectifs climatiques d'ici à 2050, il faut aussi avoir des mesures qui soient ambitieuses. Des mesures fortes, très fortes. Des mesures fortes et... c'est pas utopiste dans le sens où vous avez une étude qui a été faite aussi par Lefebvre qui s'est intéressée à si on intègre ce cadre en Suisse d'ici à 2050, qu'est-ce que ça va changer sur le mode de vie des citoyennes et des citoyens. Et je peux vous dire qu'on est très loin de la caverne et de la bougie. Hein. Vous êtes sûr parce que le Parlement est contre, le Conseil fédéral est contre. Oui, mais simplement, au niveau individuel, on peut se faire la réflexion dans notre garde-robe, dans des objets qu'on a. Est-ce qu'on pourrait pas vivre mieux avec moins pour certaines choses et là, je laisserai le soin à chacune et chacun de faire cette réflexion-là. Mais de réduire notre consommation de ressources, ça ne veut pas dire vivre moins bien, loin de là, c'est aussi vivre plus heureux. Et je pense que c'est là où on a un travail à faire sur l'économie, de pouvoir produire moins et mieux, et aussi de consommer moins et mieux. Et c'est là où le politique a ce rôle d'accompagnement. Alors, dans le comité d'initiative, on trouve notamment Julia Steinberger, qui est une militante convaincue, qui est co-auteuse de plusieurs rapports du GIEC, qui est militante. Vous êtes prêt, par exemple, à aller vous coller la main par terre pour faire passer vos idées, bloquer la circulation? Non, écoutez, moi j'ai choisi la voie de la politique parce que c'est celle qui me correspond. C'est là où je pense qu'on peut parvenir à des accords, aussi convaincre largement. Finalement, moi je crois aussi à une écologie qui fédère.
ça c'est sûr, parce qu'on a un certain nombre d'avantages finalement dans cette transition. Je le disais, il ne faut pas contraindre. Vivre mieux, c'est une question de qualité de vie aussi. Et puis finalement, c'est aussi une question de prospérité, parce qu'on a une vision aujourd'hui qui est très court-termiste. Faut se rendre compte, si on prend les feux actuellement en Californie, les entreprises d'assurance annulent les contrats d'assurance, ne veulent plus assurer certains biens parce que les risques sont trop importants. Il ne faut pas négliger aussi le coût de l'inaction et puis les conséquences même sur le produit intérieur brut et notre richesse qu'on aura à l'avenir. Là, il y a quelques jours, le Guardian a révélé une étude qui montrait que d'ici à 2070, on pourrait avoir jusqu'à 50% de perte du PIB au niveau mondial. Franchement, elle est là la réduction drastique. Ben oui, mais c'est toute la question, en fait, c'est est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on comme on est dans une démocratie aujourd'hui, est-ce qu'on choisit d'aller dans cette voie de la transition qui est finalement synonyme de beaucoup de bien-être et de qualité de vie? Voilà, plus proche de nous, alors le gros dossier du début de l'année, c'est le dossier Teledol. C'est quoi votre position là-dessus? Vous suivez ce que les Verts ont décidé, c'est-à-dire de soutenir ce préavis de 2,6 millions délivré par le conseil intercommunal? Alors, Teledol, effectivement, vous l'avez dit, c'est le feuilleton régional. C'est un gros dossier qui, pour moi, est aussi important dans le sens où on doit aller vers une transition 4 saisons sur le domaine skiable aussi de Teledol, ça c'est sûr. J'étais au conseil intercommunal de la région quand on a traité de ce préavis. C'est vrai que moi aussi, même moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais finalement, où est le 4 saisons là-dedans? Et ça a demandé plus de réflexion. Je comprends que depuis l'extérieur, on se dise, mais finalement, on réinjecte constamment de l'argent dans Teledol. Où est la transition 4 saisons? Maintenant, là, le problème, c'était que c'était une décision avant tout financière. J'invite les citoyennes et les citoyens à aller voir aussi le rapport de la Commission des finances qui est très détaillé là-dessus, qui était extrêmement bien fait. La Commission des finances a fait un excellent travail, avec beaucoup de vœux et de critiques qui ont été formulés, c'est sûr, sur la gouvernance de Teledol, sur cette transition. On a accepté d'ailleurs un postulat du conseil communal compétent, Vincent Moret, que j'ai activement soutenu parce que je crois que on doit aller dans cette direction. Maintenant, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan 4 saisons et investir dans ce sens-là. Donc oui, je soutiens le préavis dans ce sens-là, mais je suis aussi critique sur le fait qu'il faut maintenant y aller et puis vraiment avoir des décisions dans le sens du 4 saisons. Et en quelques mots, justement, pour Jean-Valentin de Saussure, c'est quoi un plan 4 saisons? Qu'est-ce qu'on peut développer à la Dole? Parce qu'on sait qu'il y a un PPA, qu'il y a des organisations écolo qui veillent au grain. Qu'est-ce qu'on peut développer? Pour moi, c'est pour ça que le bâtiment dit du Lapin Blanc, qui est aujourd'hui à l'arrêt, qui a pour but d'être, dont le préavis a pour but de terminer le chantier, il est important pour canaliser aussi le tourisme là-haut. Il le fera autant maintenant avec du ski que dans 50 ans avec un plan 4 saisons. Ça passe par des itinéraires de randonnée, des itinéraires de VTT, mais vous l'avez dit, on a un PPA, on a aussi, on doit protéger ce massif au niveau environnemental pour pas que les personnes n'aillent partout. Et c'est là où il faut avoir une stratégie pour définir certains itinéraires qui puissent causer le moins de dommages possible à l'environnement et à la biodiversité locale. D'accord. Vous êtes entrepreneur actif dans une société qui veut récupérer le CO2 oui. De la transformation du raisin en vin. Exactement. Et du houblon dans la bière. Comment ça vous est venu, cette idée? Alors moi, j'ai fait effectivement un master en économie circulaire, donc qui a pour but de travailler sur tout ce qui est recyclage, valorisation. En fait, c'est venu d'un contact avec un vigneron à la base qui voulait récupérer le CO2 qui est naturellement produit par la fermentation du vin dans les cuves, qui est aujourd'hui pas valorisé. Il s'échappe quand on ouvre les cuves pendant les vendanges, ce qui a d'ailleurs un risque pour la santé des travailleurs et des travailleuses au sein des caves. Et puis j'ai réfléchi plus loin, j'ai beaucoup travaillé là-dessus durant tout mon master, j'y ai dédié aussi mon travail de fin d'études pour finalement travailler sur une technologie et un concept où on puisse réutiliser et recycler ce CO2, autant chez les vignerons que dans les brasseries. Et puis on a un projet pilote maintenant dans le canton de Vaud avec les caves Schenk, Carole et puis la brasserie La Nébuleuse pour
avoir cette installation. Il y a une récolte de signatures qui était en cours, qui a abouti en 15 jours au lieu de 30 jours, et qui concerne les multinationales responsables. Oui, ben, ça aussi, c'est une thématique qui me tient à cœur. Il faut savoir que la Suisse, c'est un des derniers pays en Europe qui n'a pas de loi sur la responsabilité des entreprises, alors qu'on héberge des multinationales qui ont des impacts sur la santé, sur les populations locales, sur l'environnement ailleurs dans le monde. Donc là, il faut avoir des mécanismes de sanction, il faut avoir une loi vraiment sur le devoir de vigilance des entreprises. Et je trouve que c'est vraiment impressionnant, en 14 jours, d'avoir récolté plus de 180 000 signatures. Ça montre les attentes de la population aussi envers les entreprises. Et ce cadre, il me paraît extrêmement important. Il avait échoué de très peu en 2020. C'était uniquement la majorité des cantons. Mais là, j'ai bon espoir qu'au niveau fédéral, on puisse avoir une loi qui aboutisse. Alors, la figure locale, celle lyonnaise avec Claude Ruet, vous êtes sûr que vous n'êtes pas un peu libéral aussi? Non, mais écoutez, moi, je salue des figures comme Claude Ruet, qui sont je pense, des PLR humanistes. On en a de moins en moins dans ce parti, ce que je regrette, parce que finalement, protéger l'environnement, protéger la santé, ça devrait être une valeur qui est importante pour tout le monde, sur tout l'échiquier politique. Et moi, je salue cet engagement, parce que je pense qu'on est sur une thématique qui couvre tout le monde finalement et qui devrait nous concerner toutes et tous. Et preuve en est, parce que les drapeaux, on en a sur plein de balcons, tout le monde, beaucoup les personnes âgées aussi se sont énormément engagées sur ce dossier avec des récoltes de signatures. Même ma grand-mère, par exemple, j'ai appris récemment qu'elle était une fervente soutien de cette initiative et je trouve que ça montre les attentes de la population. Ben voilà, on a commencé par un petit tacle du côté des Verts libéraux, un petit tacle du côté du PLR. Vous commencez bien. Votre prochain postulat au Grand Conseil, ce sera lequel? Alors, on a plusieurs chantiers. Il y a la révision de la loi sur l'énergie dont on va débattre au Grand Conseil. Il y a la révision de la loi sur la gestion des déchets. Moi, j'aimerais beaucoup agir aussi sur cette question des déchets. Je pense que sur les déchets organiques, sur les biodéchets, je suis en train de préparer une intervention. Même si c'est une compétence communale, je pense que le canton peut aussi accompagner les périmètres régionaux, les communes, dans ce sens-là. Donc, de nouveau, on est sur de l'économie circulaire, sur quelque chose de très concret. On parle de déchets, on parle de ressources. Sur la mobilité pour mon district, ça c'est sûr aussi. Et puis je suis quand même activement le dossier en Terre Sainte qui est important, celui de la décharge des tas de bogies. Des matières inertes, sauf erreur. Exactement. D'ailleurs, demain, au Grand Conseil, on votera sur la réfection de la route cantonale entre le centre commercial de Chavannes et puis Chavannes-des-Bois, où là aussi, grâce à la députée Nathalie V de Givrin, on a pu renvoyer le projet au Conseil d'État pour intégrer toutes ces mesures environnementales sur la mobilité avec cycliste. en toile de fond tout le plan cantonal Exactement. des voies cyclables. Exactement. Et ben voilà, Jean-Valentin de Saussure, député Les Verts au Grand Conseil. Merci beaucoup d'être venu dans FC Politique. Merci à vous pour l'invitation. Et puis à bientôt. À bientôt. Et voilà, et comme vous l'avez entendu, eh bien, l'on retrouve le Grand Conseil sur Nyon Région Télévision pour une diffusion de toutes ces séances. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de FC Politique. À mardi prochain.